Les lampes tremblaient dans les niches des murs, projetant des reflets scintillants sur les colonnes en marbre. L'odeur de santal, d'ambre et de jasmin était épaisse, épicée, mais à ce moment-là, elle semblait étouffante. La concubine du harem la ressentait dans la gorge, dans ses poumons, comme si l'air lui-même était devenu visqueux, englobant. Ses pieds nus ne lui obéissaient pas, mais les serviteurs avaient déjà pris délicatement son poignet, la guidant dans le long couloir. Des rires résonnaient devant elle. Des jeunes filles, enveloppées dans la soie la plus fine, chuchotaient entre elles, lançant des regards dans sa direction, peut-être avec envie, peut-être avec pitié. Ce soir, c'était son tour. Ce soir, la concubine du harem s'apprêtait à entrer dans un monde où tant de femmes désiraient être, mais où il était si effrayant de s'aventurer. On la conduisait avec précaution, élégante, parfumée. L'eau dans le bain en marbre glissait sur sa peau, des huiles chaudes s'imprégnaient de chaque courbe de son corps. On peignait ses longs cheveux lentement, avec soin, comme si chaque mèche était façonnée pour atteindre la perfection. De légers tissus brodés tombaient sur ses épaules, enveloppant son beau corps jeune, sans le cacher. Les yeux baissés, des pas légers, la voix douce, de la gratitude dans chaque geste. Les instructions résonnaient pour la 100e fois. Elle hochait la tête. La peur et l'inconnu l'envahissaient par vagues, mais la concubine du harem avait déjà appris à les dissimuler. Ici, cette compétence était une question de survie. Le harem n'était pas seulement un monde de plaisir, c'était un labyrinthe d'intrigues où un faux pas pouvait coûter très cher. Que l'attendait-elle derrière cette porte? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 faits étonnants sur le harem ottoman qui révéleront sa véritable nature. Et le 6e fait, quand la concubine du harem l'a entendu pour la première fois, elle avait du mal à croire que cela lui arriverait vraiment. Installez-vous confortablement, une histoire captivante, pleine de mystères inattendus, vous attend. Fait numéro 10. Le harem n'est pas juste un mot joli, c'est tout un univers avec ses lois strictes et ses murs infranchissables. Le mot harem vient de l'arabe haram, qui signifie interdit, sacré. Ce lieu était réellement fermé à tous les étrangers, et y pénétrer sans la permission du sultan signifiait la peine de mort. Même les nobles les plus influents ne pouvaient poser le pied sur son territoire. À l'intérieur du harem, une vie régie par des règles bien particulières se déroulait, où les femmes régnaient, mais même elles n'avaient pas de liberté. Les hauts dignitaires de la cour, les serviteurs, les eunuques, tous obéissaient à un système complexe de règles dont la violation était sévèrement punie. Les historiens décrivent le harem comme un État dans l'État, avec une hiérarchie qui n'avait rien à envier à celle de la cour. Les portes du harem étaient gardées par des eunuques, parmi lesquels les eunuques noirs, venant d'Afrique, étaient particulièrement prisés, car ils étaient totalement dévoués au sultan, n'ayant pas de famille et aucun intérêt personnel. Leur pouvoir s'étendait même aux femmes de haut rang, car ils étaient les seuls hommes autorisés à se trouver dans le harem. Ils contrôlaient les déplacements des concubines et veillaient à ce que personne ne viole l'ordre établi. Un jour, un diplomate européen a essayé de découvrir ce qui se cachait derrière les murs du harem et a soudoyé un serviteur du sultan. Mais ce serviteur a disparu sans laisser de traces, et son corps n'a jamais été retrouvé. Personne ne devait savoir ce qui se passait à l'intérieur. Toutefois, des récits de concubines ayant réussi à quitter le harem ont été préservés dans les chroniques. Elles décrivent la vie à l'intérieur comme une existence régulée, où même le temps des promenades était déterminé par les femmes âgées. Les jeunes filles étaient divisées en groupes, et leur sortie dans le jardin était strictement planifiée. Personne ne pouvait simplement se balader quand cela lui chantait. Même les fenêtres des appartements du harem étaient placées haut pour que personne ne puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur. Un rôle clé dans la vie du harem était joué par la mère du sultan, la valide sultan. Elle dirigeait toutes les femmes, choisissait les favorites et parfois même s'immisçait dans les affaires de l'État. Certaines valides sultanes avaient une influence incroyable. Par exemple, Kestem Sultan, l'épouse d'Ahmed Hier, a pratiquement dirigé l'empire après la mort de son mari, tirant les ficelles des vizirs les plus influents. Elle envoyait en exil ceux qu'elle n'aimait pas et décidait qui parmi les concubines aurait la chance de donner naissance à un héritier. Mais même les femmes les plus puissantes du harem n'avaient pas le droit de sortir sans la permission du sultan. Parfois, les concubines ne quittaient pas les murs du palais pendant des années, voyant le monde seulement à travers des fenêtres grillagées.
Le harem était à la fois un palais, une cage et une arène, où se déroulait une lutte constante pour le pouvoir. Fait numéro 9. Comment les filles entraient-elles dans le harem? Beaucoup imaginent le harem comme un endroit où rêvaient d'entrer des beautés du monde entier, mais en réalité, le chemin pour y arriver n'était pas si volontaire. Les jeunes filles destinées au harem du sultan étaient rigoureusement sélectionnées, et toutes les beautés n'avaient pas accès à cet endroit. Tout d'abord, l'origine comptait beaucoup. Les concubines du sultan venaient souvent de différents coins de l'empire, voire même de l'extérieur. Elles pouvaient être des prisonnières, des filles de familles nobles, des cadeaux de dirigeants d'autres pays ou des victimes de la traite des esclaves. La traite des esclaves était légalisée dans l'Empire ottoman et le harem se remplissait de jeunes filles vendues sur les marchés d'Istanbul. Cependant, être belle ne suffisait pas. Les filles étaient choisies selon de nombreux critères: santé, grâce, intelligence, talents musicaux et même façon de parler. Les marchands d'esclaves savaient que le sultan avait une préférence pour un certain type de femme et cherchaient précisément celle-là. Certaines familles vendaient même leurs filles dans l'espoir qu'elles deviennent les favorites du sultan et leur apportent honneur et prestige. Une fois dans le harem, la jeune fille ne s'appartenait plus. Son nom était remplacé par un nouveau, ottoman, et elle laissait sa vie d'avant derrière elle. Elle devait se convertir à l'islam, apprendre les traditions de la cour et se préparer à ce qu'un jour le sultan puisse s'intéresser à elle. Mais si vous pensez que la vie dans le harem était facile, détrompez-vous. En entrant dans le harem, les filles suivaient un long chemin, passant de servantes à potentielles favorites. D'abord, elles devenaient kadunianes, des femmes du harem sans statut. Elles apprenaient l'étiquette de la cour, les langues, la musique, la danse et l'art de la conversation. Les meilleures d'entre elles devenaient gözdé, suffisamment dignes d'attirer le regard du sultan. Mais même en devenant favorites, il ne fallait pas se relâcher. Des centaines de filles aspiraient à cela, mais seules quelques-unes obtenaient le privilège de passer une nuit avec le souverain. Un jour, une jeune fille nommée Hurrem entra dans le harem. Elle était une prisonnière, fille d'un prêtre d'une lointaine Ruthénie, mais elle réussit à devenir la seule épouse légitime du sultan, bouleversant tout l'ordre de l'Empire ottoman. Son histoire est devenue une légende, mais des milliers d'autres filles restèrent des concubines anonymes que le sultan n'appelait jamais dans ses appartements. La vie dans le harem était comme une loterie. Certains atteignaient le pouvoir, tandis que d'autres restaient simplement des servantes dans un palais luxueux dont elles ne pouvaient pas sortir. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Histoire Sombre pour toujours être au courant des nouvelles vidéos. Vos likes et votre soutien sont très importants, alors n'hésitez pas à les laisser. Maintenant, continuons. Fait numéro 8. La vie dans un harem n'était pas simplement une attente de la bienveillance du sultan, mais une véritable école où les jeunes filles s'entraînaient pendant des années pour devenir dignes de son attention. L'éducation des concubines commençait dès leur arrivée au harem. Elles apprenaient le Coran, les bases de l'islam, ainsi que les langues ottomanes, arabes et persanes, afin de comprendre les ordres, de mener des conversations et, si la chance leur souriait, de s'adresser au sultan lui-même. Mais en plus de la religion et des langues, une grande importance était accordée aux arts. Les futures favorites devaient savoir jouer d'instruments de musique, chanter, danser, composer des poèmes et même pratiquer la calligraphie. Elles étaient formées aux règles de la cour, afin de pouvoir se comporter avec aisance parmi les nobles. Une jeune fille qui ne savait pas tenir une conversation raffinée n'avait aucune chance d'attirer l'attention du maître. En plus des connaissances, les filles étaient préparées physiquement. Elles apprenaient à marcher avec grâce, à éviter les mouvements brusques, à s'asseoir et à se lever avec élégance. Les cours de danse étaient particulièrement importants. Au harem, il existait des danses orientales traditionnelles qui non seulement développaient la grâce, mais étaient aussi considérées comme un moyen de séduction. L'un des défis les plus difficiles était de garder sa dignité et son calme. Même si une fille passait des années dans le harem, elle pouvait ne jamais attirer l'attention du sultan. Mais si ce moment arrivait, elle devait se comporter à la perfection. Des instructrices spéciales, des concubines plus âgées, enseignaient aux jeunes filles l'art de la séduction. Comment baisser le regard au bon moment, quand parler et quand se taire, quels gestes rendent une femme mystérieuse. L'une des traditions les plus intéressantes était l'épreuve de patience. Une concubine pouvait être amenée à rester immobile dans la même position pendant des heures ou à tenir un récipient d'eau sans en renverser une goutte. Cela développait en elle la patience, la grâce et le contrôle de leur corps.
De nombreux voyageurs européens, qui avaient réussi à en apprendre un peu sur la vie du harem, notaient que les femmes ayant suivi une telle école possédaient vraiment un charme et un mystère particulier. Elles n'étaient pas seulement belles, mais savaient aussi envoûter d'un simple regard. Mais même des années de formation ne garantissaient pas le succès. Il y avait des centaines de filles dans le harem, et seules quelques-unes parvenaient à gravir les échelons du pouvoir. Fait numéro 7. La première nuit avec le sultan n'était pas simplement une rencontre entre un homme et une femme, mais un rituel soigneusement préparé, capable de changer la vie de la concubine pour toujours. Dans le harem, il existait tout un système de préparation des jeunes filles pour le moment où le sultan porterait enfin son attention sur elles. C'était un processus long, qui incluait non seulement l'apprentissage de l'art de la séduction, mais aussi une préparation physique, émotionnelle et même médicale. Les jeunes filles étaient formées à des techniques de parole particulières, à une manière de se mouvoir, ainsi qu'à l'art de maintenir une bonne posture. Elles devaient savoir parler doucement, mais d'une façon à captiver l'attention avec chaque mot. Un accent particulier était mis sur le regard. On apprenait aux concubines à regarder avec un brin de mystère tout en évitant d'être trop intrusives. L'un des aspects les plus importants de cette préparation était la maîtrise de leur propre corps. Pour cela, on utilisait des exercices de gymnastique spéciaux qui aidaient les jeunes filles à conserver flexibilité, grâce et fluidité de mouvement. Ces exercices étaient transmis des concubines plus âgées aux plus jeunes, et beaucoup d'entre eux ressemblaient aux pratiques orientales modernes visant à développer la féminité et à renforcer les muscles. En plus de la préparation physique, les filles suivaient un cours particulier d'aromathérapie. Leur peau, leurs cheveux et même leurs vêtements devaient dégager des parfums grâce à des huiles et des encens spécifiques. Dans le harem, il existait des recettes secrètes de mélanges aromatiques qui, selon les croyances, pouvaient accroître l'attraction et le charme. Ces mélanges comprenaient du musc, de l'ambre, du jasmin et de la rose, ainsi que des ingrédients exotiques venus des coins les plus reculés de l'Empire. Cependant, même après toute cette préparation, une fille ne pouvait pas simplement entrer dans les appartements du sultan. Le choix de la concubine pour la nuit était un rituel complexe impliquant les plus hauts dignitaires du harem. La valide sultan, les eunuques supérieurs et les favorites veillaient à ce que seules celles qui méritaient réellement l'attention du souverain soient présentées à lui. Le soir venu, la fille choisie subissait une préparation minutieuse. Son corps était lavé dans un hammam, massé avec des huiles, et elle était vêtue de soies les plus fines. Son chemin vers les appartements du sultan était une cérémonie. La concubine devait marcher pieds nus, les yeux baissés, montrant ainsi sa soumission. Mais le plus étonnant, c'est que malgré tous ces préparatifs, le sultan pouvait même ne pas lui jeter un regard. Si elle ne parvenait pas à susciter son intérêt, elle retournait le lendemain matin dans sa chambre et ne recevait jamais une seconde chance. En revanche, si elle réussissait à conquérir le cœur du sultan, son destin changeait à jamais. Elle devenait sa favorite, et si elle lui donnait un fils, elle pouvait atteindre les sommets du pouvoir. Fait 6. La beauté dans le harem n'était pas seulement un don de la nature, mais le résultat de rituels quotidiens, dont les secrets se transmettaient de génération en génération. Les concubines du sultan ottoman prenaient grand soin de leur apparence, car c'est souvent leur look qui pouvait déterminer leur destin. L'un des aspects les plus importants de leurs soins était le hammam, le bain turc traditionnel, où les femmes passaient de longues heures. Là, leur peau était nettoyée avec un savon spécial, préparé à base d'huile d'olive et de mélanges aromatiques. Après le hammam, leurs corps étaient massés avec des huiles contenant de l'amande, de la rose, du jasmin et du musc. Ces huiles non seulement hydrataient la peau, mais laissaient également un parfum subtil et envoûtant qui persistait même après plusieurs bains. Les cheveux des concubines bénéficiaient aussi d'un soin particulier. Elles les lavaient avec des infusions d'herbes, parmi lesquelles le romarin, le henné et la lavande étaient particulièrement prisés. Le henné était utilisé non seulement pour la coloration, mais aussi pour renforcer les cheveux, leur apportant brillance et volume. Les filles du harem connaissaient des secrets particuliers pour tresser leurs cheveux, ce qui aidait à maintenir la santé de leur chevelure et à la protéger des dommages. Elles appliquaient des huiles spéciales sur leurs tresses, et avant de dormir, elles les coiffaient de manière à préserver la force de leurs cheveux. L'un des rituels les plus délicats était l'épilation. Dans le harem, la peau devait être parfaitement lisse. C'est pourquoi les jeunes femmes utilisaient une pâte spéciale faite de sucre, de citron et d'eau, ressemblant au sugaring moderne. Cette procédure aidait à garder la peau douce et, croyait-on,
préserver la jeunesse. La parfumerie du corps était également un véritable art. Dans le harem, il y avait des salles spéciales où les femmes se laissaient envelopper par la fumée des encens, s'imprégnant de leur parfum. Ces mélanges incluaient du bois de santal, de l'ambre et du safran. On croyait qu'un parfum agréable était l'un des outils de séduction les plus puissants. Le maquillage dans le harem n'était pas criard, mais réfléchi. On utilisait de la khôl pour souligner les yeux, ce qui leur donnait une profondeur et une expressivité. Les joues étaient légèrement teintées avec une infusion de pétales de rose, tandis que les lèvres étaient hydratées avec des huiles de grenade, leur donnant une teinte naturelle. L'un des secrets les plus fascinants était l'utilisation de l'or. Certaines concubines ajoutaient de la poudre d'or à leur masque, croyant qu'elle rendait leur peau éclatante et jeune. Ces rituels de beauté faisaient des femmes du harem de véritables œuvres d'art. Leur beauté n'était pas le fruit du hasard, elle se construisait jour après jour, grâce à d'anciennes recettes et méthodes qui éblouissaient même les voyageurs parvenant à jeter un œil furtif au-delà des murs du harem. Fait numéro 5. La compétition au sein du harem était impitoyable, et chaque concubine le savait. Ce n'était pas la plus belle qui survivait, mais la plus rusée. Croire que le harem était un endroit paisible où les femmes attendaient simplement leur tour pour rencontrer le sultan est une grave erreur. En réalité, c'était une arène où se livrait une lutte féroce pour l'influence, le statut et la faveur du maître. Dans le harem, des centaines de femmes vivaient, mais seules quelques-unes avaient la chance de devenir favorites. Pour gravir les échelons, les concubines utilisaient tous les moyens possibles, de la diplomatie subtile aux intrigues les plus ouvertement machiavéliques. Les alliés et les ennemis changeaient au jour le jour, car chacune comprenait qu'un seul coup bien joué pouvait décider de son avenir. Les figures les plus dangereuses dans ce jeu n'étaient pas les jeunes filles, mais celles qui avaient déjà conquis le cœur du sultan. Les favorites avaient accès à l'information, pouvaient influencer les décisions du maître et même éliminer leurs rivales, souvent sans se salir les mains. L'histoire regorge d'exemples de concubines qui empoisonnaient leurs homologues ou manipulaient les choses pour que le sultan perde tout intérêt pour leurs concurrentes. L'une des femmes les plus influentes du harem était la valide sultane, la mère du sultan régnant. Elle ne dirigeait pas seulement toutes les femmes du palais, mais déterminait aussi lesquelles des concubines auraient de la chance de donner naissance à un héritier. Beaucoup de concubines tentaient d'établir une relation de confiance avec elle, car le soutien de la valide pouvait ouvrir toutes les portes. L'un des moyens clés pour attirer l'attention du sultan était la magie. Il y avait dans le harem des guérisseuses secrètes qui préparaient des potions d'amour et donnaient des conseils aux jeunes femmes sur la manière de séduire le maître. On croyait que certaines herbes et huiles pouvaient éveiller en lui une passion pour une femme en particulier. Certaines allaient même jusqu'à lui glisser dans sa nourriture des mélanges spéciaux censés renforcer son attachement. Cependant, toutes les intrigues dans le harem ne se terminaient pas toujours en douceur. Parfois, la lutte aboutissait à des conflits ouverts. On connaît un cas où 2 favorites se sont disputées à tel point que l'une d'elles a déclenché un incendie dans les appartements de l'autre pour détruire ses vêtements et bijoux. C'était une guerre où était en jeu non seulement l'amour du sultan, mais le destin d'une vie entière. La gagnante obtenait non seulement le luxe, mais aussi la possibilité de devenir la mère du futur souverain. Quant aux perdantes, elles restaient dans l'ombre, oubliées, malgré leur beauté et les années passées dans le harem. 4e fait. Les concubines qui perdaient l'intérêt du sultan se retrouvaient confrontées à un choix, accepter une vie dans l'oubli ou tenter de trouver un autre chemin vers la liberté. Beaucoup pensent que si une femme entrait au harem, elle y restait jusqu'à la fin de sa vie, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le destin des anciennes favorites variait, et leur position dépendait de nombreux facteurs. Si une concubine n'arrivait pas à attirer l'attention du sultan ou passait seulement quelques nuits avec lui sans lui donner d'héritier, son sort était peu enviable. Ces femmes restaient au harem en tant que servantes ou éducatrices pour les nouvelles concubines. Elles n'étaient pas autorisées à quitter le palais et passaient leur journée à enseigner aux jeunes filles le protocole, la musique et la danse. Cependant, si une concubine donnait un fils au sultan, elle obtenait automatiquement un statut plus élevé. Elle pouvait devenir l'une des femmes les plus influentes de l'Empire si son enfant devenait héritier du trône. Mais même dans ce cas, sa position restait précaire. Dans l'histoire de l'Empire ottoman, il y a eu des cas où des favorites, ayant perdu la faveur du sultan, se retrouvaient en danger mortel. Certaines devenaient victimes de complots de cour, d'autres étaient exilées dans des palais éloignés où elles terminaient leurs jours dans la solitude.
Cependant, la vie des anciennes concubines ne se terminait pas toujours tragiquement. Il existait une pratique particulière par laquelle le sultan pouvait accorder la liberté à ses concubines. Aux femmes ayant perdu son intérêt, il était parfois permis de quitter le harem et d'épouser des dignitaires, des vizirs ou des généraux. Ce chemin était l'un des plus réussis, car ainsi, la concubine pouvait acquérir un nouveau statut et une vie digne en dehors du palais. On connaît des cas où d'anciennes concubines devenaient épouses d'ambassadeurs, de gouverneurs de province et même de monarques étrangers. Dans certains harems, il y avait une tradition de libérer les concubines avec une certaine somme d'argent et des bijoux pour qu'elles puissent commencer une nouvelle vie. Mais tout le monde n'avait pas cette chance. Beaucoup d'anciennes favorites restaient au harem jusqu'à leur vieillesse, vivant dans le luxe, mais sans liberté. Elles continuaient d'exister parmi les soies et les parfums, mais sans amour, sans pouvoir et sans avenir. Certaines essayaient d'attirer l'attention du nouveau sultan lorsqu'il arrivait au pouvoir, mais ces cas étaient rares. La vie au harem ressemblait à un jeu, où la victoire pouvait apporter le pouvoir, tandis que la défaite signifiait la solitude derrière les murs du palais, d'où il était impossible de s'échapper. Fait 3. Autour du harem, il circulait toujours de nombreuses rumeurs et légendes, mais la réalité était souvent bien différente de l'image que s'en faisaient les Européens. Dans l'esprit collectif, le harem est un lieu de plaisir infini, où le sultan se délectait de la compagnie de centaines de concubines baignant dans le luxe. Mais en réalité, la vie dans le harem était strictement encadrée, et les orgies chaotiques décrites par les voyageurs n'auraient tout simplement pas pu exister. Le harem n'était pas seulement l'endroit où vivaient les femmes du sultan, mais aussi une partie intégrante du système étatique. Chaque concubine avait son statut, et seules quelques-unes avaient réellement la chance de devenir favorites. La plupart des femmes n'approchaient jamais le sultan, passant leur journée à apprendre, à coudre et à servir les épouses et mères des souverains. L'un des mythes les plus répandus était l'idée que les concubines pouvaient se déplacer librement dans le palais et rencontrer qui elles voulaient. En réalité, le harem était divisé en zones, et pour passer de l'une à l'autre, il fallait l'autorisation des femmes âgées ou des eunuques. Même les conversations entre concubines pouvaient être contrôlées, et tout comportement suspect était puni. Un autre mythe concernait les divertissements dans le harem. Les Européens imaginaient souvent que des festins somptueux et des danses s'y déroulaient en permanence. En réalité, les concubines ne pouvaient pas s'amuser librement ou se rassembler sans autorisation. Tous les divertissements étaient strictement organisés, et les femmes ne pouvaient se détendre que certains jours et à certaines heures. Mais l'un des mythes les plus curieux était que le sultan pouvait visiter le harem à sa guise et choisir n'importe quelle concubine. En fait, ce n'était pas le cas. Les rencontres avec le sultan suivaient un protocole précis, et très peu de femmes pouvaient accéder à ses appartements. Le sultan ne déambulait pas dans le harem à la recherche de distractions, comme on le voit souvent dans les œuvres artistiques. Ces visites étaient soigneusement préparées, et les concubines devaient respecter un cérémonial strict si elles avaient l'honneur de passer la nuit avec lui. Pourtant, malgré ces règles sévères, le harem était effectivement un lieu où se tramaient intrigues, complots politiques et luttes pour le pouvoir. L'influence des favorites pouvait s'étendre bien au-delà du palais, et certaines femmes du harem exerçaient une énorme influence sur le règne de générations entières de sultans. C'est pourquoi ce monde mystérieux reste encore aujourd'hui l'objet de nombreux mythes et conjectures qui n'en ajoutent que plus de mystère. Fait numéro 2. Malgré la rigueur du harem, certaines femmes parvenaient à acquérir un pouvoir incroyable, influençant le destin de l'empire et même dirigeant l'État depuis les murs du palais. Le harem ottoman n'était pas simplement un lieu où étaient gardées les concubines du sultan. Au cœur de ces murs se tramaient des complots, se formaient des alliances politiques et se scellaient les destins de grands dirigeants. La personne ayant le plus d'influence dans le harem était toujours la valide sultane, la mère du souverain en exercice. Elle ne se contentait pas de diriger toutes les femmes du palais, mais participait également aux affaires de l'État, donnant parfois des instructions au grand vizir. Certaines validées gouvernaient le pays presque seules, lorsque les sultans étaient trop jeunes ou faibles pour régner par eux-mêmes. L'une des femmes les plus célèbres était Kösem Sultane. Elle a d'abord été concubine, puis épouse du sultan Ahmed Iye, et plus tard régente pour son fils et son petit-fils. Kösem éliminait ses ennemis politiques, plaçait ses protégés à des postes clés et détenait en fait le pouvoir entre ses mains. Son influence était telle
qu'elle suscitait la peur même parmi les hommes les plus puissants de l'Empire ottoman. Une autre femme légendaire était Hürrem Sultan, aussi connue sous le nom de Roxelana. Elle était concubine, mais a réussi à conquérir le cœur du sultan Soliman le Magnifique, devenant sa femme officielle, un cas sans précédent dans l'histoire ottomane. Hürrem a non seulement donné naissance à plusieurs enfants du sultan, mais a aussi joué un rôle actif en politique, correspondant avec des monarques européens et soutenant la construction de mosquées, d'hôpitaux et d'écoles. L'influence des femmes dans le harem dépendait non seulement de leur beauté, mais aussi de leur intelligence, de leur capacité diplomatique et de leur talent pour tisser des alliances. Beaucoup de concubines concluaient des accords secrets avec des eunuques, des vizirs et même des ambassadeurs étrangers pour promouvoir leurs intérêts. Le harem était un monde où une femme pouvait rester une servante anonyme ou s'élever au rang de dirigeante. Les historiens qualifient cette période de l'histoire ottomane de sultanat féminin, une époque où le destin de millions de personnes se décidait non pas sur les champs de bataille, mais derrière les portes closes du harem. Ce monde était rempli d'intrigues, mais c'est grâce aux femmes les plus intelligentes et ambitieuses que l'Empire ottoman a traversé certaines de ses époques les plus significatives. Premier fait. L'héritage du harem ottoman continue de faire vibrer les esprits, laissant derrière lui un mélange de mythes, de légendes et d'histoires réelles sur le pouvoir, les intrigues et la beauté. Bien que les harems en tant qu'institution aient disparu avec la chute de l'Empire ottoman, leur influence se fait encore sentir dans le monde moderne. Beaucoup de traditions de beauté utilisées par les concubines du sultan sont toujours d'actualité dans les soins de la peau et des cheveux. Les huiles orientales, le hammam, l'épilation à la pâte de sucre, tout cela nous vient d'un passé lointain et reste pertinent aujourd'hui. Cependant, le principal héritage du harem ne réside pas seulement dans les secrets cosmétiques, mais aussi dans son impact sur l'histoire. Les femmes qui étaient autrefois cachées derrière les murs du palais n'étaient pas seulement des concubines, mais des figures clés de la politique mondiale. Beaucoup d'entre elles ont changé le cours de l'histoire, déterminé les héritiers du trône, conclu des alliances secrètes et même gouverné des États, tout en restant dans l'ombre. Leur destin prouve que dans un monde où le pouvoir était considéré comme un privilège masculin, les femmes trouvaient néanmoins des moyens de jouer leur propre jeu. Le harem ottoman n'était pas seulement un palais de plaisir, comme l'imaginèrent les Européens, mais un système complexe où la beauté se mêlait à l'intellect et l'amour aux intrigues politiques. On peut encore voir à Istanbul le palais de Topkapi, où pendant des siècles vivaient les concubines des sultans, et essayer d'imaginer comment elles passaient leur journée entre apprentissage, rivalité et rêve d'avenir. Le harem est resté à jamais un symbole du mystère oriental, où la réalité s'avérait souvent beaucoup plus complexe et fascinante que les légendes inventées. Si vous avez eu envie d'en savoir plus sur le mystère du harem ottoman, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis. Il y a encore plein d'histoires fascinantes à découvrir sur les traditions, les coutumes et les secrets de différents peuples. À bientôt pour de nouvelles aventures.